Pierre Mayer, le modérateur et directeur général de l'OCIRP, relance la discussion de la table ronde sur le thème Grand âge, le temps d'agir, sur la question du reste à charge. Écoutez. On va peut-être revenir maintenant peut-être sur le sujet du financement en tant que tel. Dans le rapport Libaud de mémoire, hein, je suis sous le meilleur contrôle. Je crois que le rapport chiffre à peu près 9 à 10 milliards d'euros de financement public supplémentaire, hein, mais c'est bien un financement qui est un financement en fait pris en charge massivement par l'assurance maladie, puisque aujourd'hui en fait les dépenses du grand âge sont prises en charge de manière très majoritaire par l'assurance maladie et les départements. Mais finalement reste assez discret sur la question du financement du reste à charge. Alors c'est pas la seule question du financement de la perte d'autonomie, hein. C'est une question, mais une question qui intéresse beaucoup les gens. La question du financement du reste à charge lorsque l'on se retrouve en établissement. Et cette question du financement du reste à charge, il y a une proposition qui est faite dans le rapport pour améliorer effectivement la situation des personnes qui disposent de moins de 1 600 euros de revenus de manière globale, hein, mensuelle. Mais évidemment, tous ceux qui sont juste au-dessus, il n'y a pas véritablement de réponse, à part le fait de favoriser le développement d'une assurance privée. Voilà, l'assurance privée, c'est ce qui est marqué dans le rapport. Alors là, je vais interroger maintenant Jamel Swamy en tant que président du CETIP. On a entendu parler d'une initiative conjointe de la part de deux fédérations d'assureurs sur cette question précisément du reste à charge. Quelle est la position du Centre technique des institutions de prévoyance ? Alors, un mot du CETIP. Le CETIP vous parle peut-être pas, mais vous verrez ici écrit Clésia, G2R, CAPSA. Là, on voit pas, c'est pas très bien écrit, mais c'est la plus importante sûrement. Malakoff Humanis, OCIRP. Philippe y en parlera tout à l'heure. Et dans les sponsors, je dois en rater un. Il faut pas qu'il me gronde. Ça doit être Apicil. Voilà. Donc, ce sont ces marques que nous représentons au sein du CETIP. Alors, il faut comprendre que nos clients sont principalement des entreprises. Donc, à 90%, on répond aux besoins des entreprises. Et on est bien conscient qu'on ne répond pas à toute la problématique de l'adaptation de la société au vieillissement, mais on fait notre part, comme le colibri de Pierre Rabhi. Goutte par goutte, on fait notre part. Alors, la question des salariés aidants est un vrai sujet d'entreprise. Quand on sait qu'il y a entre 8 et 11 millions d'aidants familiaux, que parmi ceux-là, 50% sont salariés, ça fait beaucoup de monde dans l'entreprise qui doit gérer cette situation d'aidants. Donc, nous pensons que c'est un sujet qui est dans les sujets prioritaires de ce que nous faisons. La deuxième question est une question de financement via des mécanismes assurantiels. Alors, nous pensons également qu'il doit y avoir un financement public, universel, probablement obligatoire pour que ça fonctionne, et qu'à ce financement-là, les assureurs que nous représentons au sein du CETIP peuvent apporter des solutions, comme pour la complémentaire santé aujourd'hui, avec une couche obligatoire et un complément apporté par des assureurs que nous sommes. Nous pensons que cela doit se faire dans le cadre fiscal et social qui existe, puisqu'il y a déjà un dispositif qui existe et on pourrait se raccrocher dedans. Nous pensons que les services sont essentiels. On parle beaucoup d'accompagnement. Alors, dans nos groupes, on en parle, puis on en fait aussi, puisque nos adhérents allouent tous les ans 86 millions d'euros, donc bon an, mal an, c'est à peu près ce montant-là, entre 85 et 90, à de l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est apporté à nos bénéficiaires sans contrepartie de cotisation. Alors, ça va sur des aides financières pour pouvoir payer sa prévoyance ou sa complémentaire santé. Ça va à du financement du milieu associatif qui traite des sujets du handicap, des aidants, de la maladie, du retour à l'emploi. Ça va également dans l'innovation sociale et puis beaucoup dans la prévention dont on sait maintenant que la prévention est un des sujets, un peu comme l'éducation est un sujet de société. On commence tôt pour que l'état de santé à devoir traiter en curatif à ce moment-là soit meilleur. Voilà, alors
Je répète, hein, on est des assureurs d'intérêt général, mais on ne prétend pas répondre à l'ensemble du sujet. On fait notre part et on essaie de le faire bien. Philippe Pillet, peut-être ? Oui, mais je vais continuer et prolonger les propos de Jamel. Effectivement, on envisage, pour ce qui concerne le CIRP, on fait plus qu'envisager, puisqu'on a aujourd'hui, on offre une garantie sur les aidants. Ce n'est pas forcément l'endroit pour développer, mais on a non seulement réfléchi au sujet, mais on a une proposition à faire. Cette proposition à faire, elle s'appuie sur le constat, et Madame Delaunay disait que les baby-boomers, ça a commencé en 1945. En 1945, il y a aussi une ordonnance, du 4 octobre notamment. Cette ordonnance du 4 octobre, dans son premier article, elle fixe ce que c'est que la base de la sécurité sociale, et pour les plus téméraires qui sont allés jusqu'à l'article 18, qui est toujours en vigueur, cet article 18 expose très clairement, depuis maintenant 74 ans, expose très clairement qu'il y a une possibilité pour le complémentaire, quel qu'il soit. Évidemment, nous, notre faveur va plutôt au monde de l'économie sociale et solidaire, qui est représenté à la fois par la mutualité et par les institutions paritaires de prévoyance, mais il y a la possibilité aujourd'hui de créer quelque chose. Donc, ce qui serait particulièrement intéressant, c'est que les pouvoirs publics se saisissent de l'existant pour laisser partir. J'ai envie de dire, on pourrait être très téméraire. On pourrait réinventer l'Agirc et l'ARCO. L'Agirc et l'ARCO, ça démarre bien avant la généralisation de la retraite de base. Et ça démarre avant-guerre. Et donc, à partir de ça, les pouvoirs publics de l'époque, on est en 70, les pouvoirs publics de l'époque, constatant que le privé avait fait quelque chose qui n'était pas si couillon que ça, et ben les pouvoirs publics ont dit, puisque ce que vous faites, c'est pas si mal que ça, on va l'étendre à tout le monde. Et c'est comme ça que ça démarre. La loi de 72 sur l'Agirc-Arco, c'est ça. Donc là, le message au pouvoir public, c'est laissez-nous tenter quelque chose. La préférence, évidemment, pour une union d'institutions comme le CIRP, c'est à travers la négociation collective, à travers les branches professionnelles. Mais après, les assureurs répondront ou pas aux appels à concurrence, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est laisser aux partenaires sociaux l'opportunité de prouver, pas forcément une fois de plus parce qu'on n'a pas fait que des trucs bien, mais laisser aux partenaires sociaux l'opportunité de prouver encore une fois qu'ils peuvent faire quelque chose. Je rappelle quand même que l'UNEDIC, avant d'être complètement torpillé par ce gouvernement, l'UNEDIC, c'est une création des partenaires sociaux. L'Agirc-Arco, c'est une création des partenaires sociaux. Tout le monde de la complémentaire qui ne se porte pas si mal que ça et qui ne fait pas que des bêtises, c'est aussi une création des partenaires sociaux. Donc il y a de l'espace. Je crois que c'est François-Emmanuel Blanc qui disait il faudrait lâcher la bride. C'est le cas, quoi. C'est lâcher la bride, vous verrez qu'on n'est pas des bois.